concerne le discours, il n'y a absolument rien de technique, c'est juste un discours sur le secret de la santé et du bonheur tout au long de la vie, quand même, voilà, super question. Et au niveau terminologie, il n'y a absolument rien de critique. Tout ce qui pourrait potentiellement poser problème, je l'ai mis dans le tableau, c'est-à-dire la génération Y, Harvard, mais tout le monde connaît Harvard, et Mark Twain, et chamaillerie. Mais voilà, il n'y a rien d'incroyable. Et sinon, bah voilà, je m'appelle Nolwenn et je suis basée à Paris. Allez, tout le monde est prêt? À ce moment-là, on me fait un petit... Ok, bon, bah je commence alors. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Chers collègues, aujourd'hui, on va s'intéresser à la question à 1 million d'euros. Quel est le secret de la santé et du bonheur tout au long de la vie? Récemment, j'ai vu les résultats d'un sondage sur la génération Y qui indiquait que pour 80% d'entre eux, le but ultime de leur vie, c'était de devenir riche. Et 50% de ces mêmes jeunes ont ajouté que devenir célèbre était un objectif de vie. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui rend heureux? La vraie solution pour le savoir serait de pouvoir étudier des gens de leur adolescence à la fin de leur vie afin de déterminer ce qui les rendait heureux et les maintenait en forme. Et ça tombe bien parce que cette étude existe. En effet, il y a une étude d'Harvard sur le développement de l'adulte qui est en place depuis 75 ans. Et pendant 75 ans, 724 hommes étaient questionnés tous les ans pour savoir comment leur vie avait évolué. Environ 60 de ces 724 hommes sont encore en vie et participent encore à l'étude, même s'ils ont dépassé les 90 ans. Et les chercheurs commencent même à s'intéresser aux 2000 enfants de ces hommes-là. Depuis toutes ces années, les vies de 2 groupes d'hommes ont été suivies. Le premier groupe est entré dans l'étude alors qu'ils étaient en 2e année à Harvard. Et tous ont terminé l'université pendant la Seconde Guerre mondiale et après, ils ont fait leur service militaire. Et le deuxième groupe était composé d'un groupe de garçons du quartier le plus pauvre de Boston. Et la plupart vivaient dans des HLM, souvent sans eau courante. Et quand ils sont entrés dans l'étude, tous ces adolescents, enfin tous ces jeunes, ont été interviewés. Ils ont passé des examens médicaux, les chercheurs sont allés chez eux, et ils ont même interviewé leurs parents. Et puis, ces adolescents ont grandi. Ils sont devenus des adultes. Ils sont devenus ouvriers, avocats, maçons, docteurs. Il y a même l'un d'eux qui est devenu président des États-Unis, mais c'est dommage parce que dans l'étude, ils ne nous disent pas lequel c'est. Certains sont devenus alcooliques, certains sont devenus schizophrènes, certains ont grimpé l'échelle sociale du bas jusqu'au sommet, d'autres ont suivi le même chemin mais en sens inverse, du haut vers le bas. Et pour obtenir le portrait le plus précis possible de ces vies-là, ces hommes ont été interviewés chez eux. Les chercheurs ont récupéré leurs dossiers médicaux chez leurs médecins. Ils ont prélevé leur sang. Ils ont scanné leur cerveau. Ils ont parlé à leurs enfants. Ils ont même été filmés en train de parler avec leurs femmes des plus gros soucis qu'ils avaient dans leur couple. Et qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien, trois grandes leçons sur les relations. La première, c'est que les connexions sociales, c'est très bon pour nous et que la solitude tue. Les personnes les plus connectées socialement à leur famille, à leurs amis, à leur communauté, sont plus heureux et sont physiquement en meilleure santé. Et la solitude, elle, semble toxique, puisque les gens plus isolés qu'ils ne le souhaitent sont moins heureux, leur santé décline plus tôt et leur capacité cérébrale aussi. Et on sait que l'on peut se sentir seul dans une foule et seul dans un couple aussi. Donc, la deuxième leçon,
c'est que ce n'est pas seulement le nombre d'amis que vous avez ou le fait que vous soyez en couple qui compte. La qualité des relations est essentielle. Les mariages conflictuels, sans beaucoup d'amour, sont très mauvais pour la santé. C'est peut-être même plus mauvais que le divorce. Une fois que les hommes ont passé 80 ans, les chercheurs ont voulu se concentrer sur les données collectées quand ces hommes avaient 50 ans, pour savoir si à l'époque, ils auraient déjà pu prédire comment ces personnes-là allaient vieillir. Et le seul indicateur sur lequel ils auraient pu se baser, c'était la qualité de ces relations-là. Les gens qui étaient les plus satisfaits de leur relation à 50 ans étaient ceux qui étaient en meilleure santé à 80 ans. Et les couples les plus heureux ont rapporté, vers 80 ans, que les jours où la douleur physique était la plus forte, leur humeur restait plus ou moins égale parce que la douleur, parce qu'ils étaient heureux à côté. Alors que la douleur émotionnelle des couples malheureux s'ajoutait à leur souffrance physique. Donc ils se plaignaient plus, quoi. Et la troisième grande leçon, c'est que les bonnes relations ne font pas que protéger nos corps, elles protègent aussi nos cerveaux. Parce que quand les gens sont des relations où ils sentent vraiment qu'ils peuvent compter sur l'autre, leur mémoire, elle reste aiguisée plus longtemps. Et lorsque l'on parle de bonnes relations, ça ne veut pas dire que tout doit être lisse tout le temps. Parce qu'il y a certains des couples qui se disputaient, mais continuellement. Mais tant qu'ils savaient qu'ils pouvaient se baser sur l'autre personne, eh bien, ces disputes n'avaient pas d'effet négatif sur leur mémoire. Et j'aimerais terminer ce discours sur une citation de Mark Twain qui résume un petit peu tout ce que je viens de dire. Parce qu'il y a plus d'un siècle, après avoir pris du recul sur sa vie, il a écrit « La vie est trop courte pour les chamailleries, les excuses, l'animosité, les appels à rendre des comptes. On n'a que le temps pour aimer et pas un instant de plus. » Merci.